Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Tout de suite, 100% Sénat, l'émission qui vous emmène au cœur du travail parlementaire. Vous allez suivre l'audition de Jean Castex, un ancien Premier ministre, auditionné par la Commission de l'aménagement du territoire du Sénat. Son nom a été proposé par Emmanuel Macron pour devenir le prochain PDG de la SNCF. Mais pour que cette nomination soit effective, il faut que l'actuel PDG de la RATP se soumette à un vote du Parlement. Et ça commence par cette audition au Sénat. On regarde. Mes chers collègues, en application de l'article 13 de la Constitution, nous entendons ce matin M. Jean Castex, candidat proposé par le Président de la République pour exercer les fonctions de président-directeur général de la SNCF. Cette nomination ne peut intervenir qu'après une audition devant les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette audition est publique, elle est ouverte à la presse et retransmise sur le site du Sénat. Elle sera suivie d'un vote qui se déroulera à bulletin secret. Je rappelle que les délégations de vote ne sont pas autorisées et que le dépouillement doit être effectué simultanément avec l'Assemblée nationale. Votre audition devant la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de nos collègues de l'Assemblée nationale aura lieu le mercredi 22 octobre prochain à 9h30. En vertu du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République ne pourrait procéder à cette nomination si l'addition des votes négatifs exprimés dans les deux commissions représentait au total au moins 3/5 des suffrages exprimés. Pour mémoire, Jean-Pierre Farandou dirigeait la SNCF jusqu'à sa nomination en tant que ministre du Travail et des Solidarités depuis le 1er novembre 2019. Il a été le premier dirigeant du groupe dans sa nouvelle structure mise en place en application de la loi Nouveau Pacte ferroviaire du 27 juin 2018. Cette loi a décliné dans notre droit national le principe d'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs posé par le droit de l'Union européenne. Le mandat de M. Farandou est arrivé à son terme le 13 mai 2024. Il a ensuite assuré l'intérim, notamment pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris de 2024. Il ne me paraît pas nécessaire, Monsieur le Président, de rappeler votre parcours, bien connu de tous, et particulièrement des membres de notre commission. Vous êtes en effet déjà venu à 3 reprises devant celle-ci, dans le cadre de cette procédure article 13. Vous êtes pour le moins rompu à l'exercice. Nous vous avions en effet entendu une première fois en juillet 2022, en tant que candidat proposé pour exercer les fonctions de président du conseil d'administration de la FIT France, puis une seconde fois en novembre 2022 pour celle de président-directeur général de la RATP et une troisième fois en octobre 2024 pour vous renouveler dans vos fonctions à la tête de la RATP. Sans plus tarder, je vais donner la parole à notre rapporteur Daniel Guéret pour conduire votre audition. Vous pourrez ensuite nous présenter votre candidature, nous faire part de votre retour d'expérience et de vos motivations avant de répondre aux premières questions du rapporteur. À l'issue de cet échange, mes collègues sénateurs vous interrogeront à leur tour. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président directeur général, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, un peu plus d'1 an après votre précédente audition, dont j'avais également été le rapporteur, et à l'issue de laquelle vous aviez été confirmé dans vos fonctions à la tête de la RATP. Je ne souhaite pas m'attarder sur votre curriculum vitae qui illustre votre engagement pour un service public de qualité et votre connaissance du domaine des transports. Vos 3 années à la RATP ont démontré votre capacité à gérer, exploiter et moderniser le réseau francilien qui est l'un des plus grands réseaux de transport en commun au monde. Je tiens à rappeler en particulier la réussite des Jeux olympiques et paralympiques. Les transports ont été à la hauteur de l'événement. Vous y avez largement pris votre part en impulsant un dynamisme basé sur la confiance et la proximité avec tous les personnels de la RATP. Ma première question est donc de savoir quelles leçons vous tirez de votre expérience de président-directeur général de la RATP. Comment souhaitez-vous l'utiliser à la tête de la SNCF? En outre, votre casquette de PDG de la RATP appelle à se questionner sur les risques de conflits d'intérêts éventuels si vous étiez nommé à la présidence de la SNCF. L'ouverture à la concurrence des transports conventionnés a entraîné une mise en concurrence entre les 2 opérateurs publics.
La RATP est notamment pressentie pour se voir attribuer l'exploitation de l'étoile ferroviaire de Caen, historiquement opérée par la SNCF. La concurrence s'établit également dans les transports urbains avec la RATP et Keolis qui s'affrontent pour l'attribution de l'exploitation de réseaux de bus, y compris à l'international. Ainsi, comment pensez-vous que le groupe SNCF doive se positionner sur l'ouverture à la concurrence des transports conventionnés et comment comptez-vous éviter les conflits d'intérêts sur les appels d'offres où les groupes de la RATP et de la SNCF seraient en concurrence? L'ouverture à la concurrence sur le service librement organisé est également un défi à venir pour la SNCF. Le groupe craint de n'être concurrencé que sur les segments les plus rentables, tout en devant réaliser des dessertes d'aménagement du territoire, parfois déficitaires. Il appelle donc à renforcer la modulation des péages ferroviaires ou à envisager un allotissement des sillons, chacun comprenant des liaisons plus ou moins rentables. Vous n'ignorez pas, par ailleurs, que la concurrence reste encore embryonnaire. Un changement si précoce des règles du jeu pourrait l'enterrer avant même qu'elle ne soit réellement effective. Quel est votre positionnement sur l'ouverture à la concurrence du SLO et les règles actuelles qui sont appliquées à la SNCF et ses concurrents? De plus, les voyageurs font face à une pénurie d'offres sur le marché ferroviaire. Une partie de cette pénurie peut s'expliquer par les retards pris dans la livraison des nouveaux TGV Inouï qui doit permettre à la SNCF d'augmenter son offre. Les choix passés de la SNCF ont également joué un rôle dans cette situation. Le nombre de dessertes en gare par des TGV de la SNCF s'est contracté de 12% entre 2015 et 2023 et le nombre de rames a été réduit d'une centaine entre 2010 et 2023. De même, SNCF Voyageurs a dédié une partie de sa flotte au marché espagnol avec son offre Ouigo et souhaite prochainement affecter certains des futurs TGV M au marché italien. Comment répondrez-vous aux pénuries de matériel roulant pour augmenter l'offre sur le SLO et comptez-vous poursuivre la politique d'internationalisation de SNCF Voyageurs? Avant d'évoquer le fret ferroviaire, je tiens à aborder la question du train de nuit. Il y a quelques jours, la presse annonçait la fin prochaine de l'exploitation de la symbolique ligne Paris-Berlin, l'État français cessant de la subventionner. Je rappelle par ailleurs que cette ligne n'a fait l'objet d'aucun soutien public allemand. Comment mener à bien la relance du train de nuit? Pensez-vous qu'il soit possible de faire fonctionner des liaisons de nuit rentables? J'en viens au fret ferroviaire. 90% des marchandises transitent encore par la route. La stratégie nationale pour le fret ferroviaire a fixé l'objectif de doubler la part du fret ferroviaire entre 2018 et 2030 pour passer à 18% et atteindre 25% à l'horizon 2050. Dans cette démarche, l'État, SNCF, Réseau et l'Alliance 4F, Fret ferroviaire français du futur, ont lancé le plan Ulysse Fret pour investir un total de 4,5 milliards d'euros entre 2023 et 2032. Force est de constater qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas. La part modale du fret ferroviaire n'a pas augmenté depuis 2019 et l'objectif fixé pour 2030 semble maintenant inatteignable. Le train des primeurs, Perpignan-Rungis, ne circule plus depuis 2024 et la transformation SNCF Fret en deux entités distinctes, Exafret et Technix, s'est accompagnée d'un renoncement pour le groupe de 30% des contrats de SNCF Fret. Quel levier pensez-vous mettre en œuvre pour relancer l'activité du fret ferroviaire du groupe? Le développement du transport ferroviaire exige un réseau ferroviaire performant. SNCF Réseau fait face à un double besoin de régénération et de modernisation du réseau qui présente un âge moyen de 30 ans. 4000 km de lignes de desserte fine du territoire sont menacées de fermeture, faute de financement, 2400 km de lignes qui subissent déjà des ralentissements. En 2035, 3,3 milliards d'euros ont été affectés par SNCF Réseau à la régénération et la modernisation du réseau. Une large partie de ce montant, environ 1,5 milliard, provient du fonds de concours issu des bénéfices de SNCF Voyageurs. Néanmoins, cette somme reste insuffisante pour assurer la pérennité de l'infrastructure dont l'entretien nécessite, selon
SNCF Réseau 1,5 milliard d'euros supplémentaires par an pour maintenir la performance actuelle. La conférence Ambition France Transport a ainsi entériné le principe d'une augmentation de cette ampleur du budget consacré à la régénération et à la modernisation du réseau d'ici 2028. À partir de 2032, une partie de cette enveloppe pourrait provenir des concessions autoroutières, mais les autres recettes restent à définir. La SNCF propose également de sécuriser 500 millions d'euros supplémentaires sur le fonds de concours. Alors que les prix des péages de SNCF Réseau sont déjà particulièrement élevés, quelles solutions préconisez-vous pour dégager de nouvelles recettes stables permettant l'entretien et la modernisation du réseau? Enfin, dans vos fonctions, à la RATP, vous avez su mener un dialogue social intense. Ces dernières années, la SNCF a été marquée par une série de mobilisations sociales suivies, parfois, et c'est une nouveauté, hors de tout encadrement par les organisations syndicales. Cette situation s'inscrit notamment dans le contexte d'ouverture à la concurrence. SNCF Voyageurs répond à chaque appel d'offres avec la création de filières dédiées chargées de l'exploitation des lots attribués. Cette décision a été décriée par les syndicats qui considèrent qu'elle affaiblit l'unité du groupe. Les risques de licenciement sont également soulignés en cas de perte de marché par la SNCF si les salariés transférés refusent le transfert. De même, la transformation de Fret SNCF en 2 entités a été critiquée par certaines organisations syndicales. La réforme des retraites a également mené à une période de forte conflictualité sociale, conclue par le coûteux et décrié accord fin de carrière d'avril 2024. Avec votre expérience de PDG social à la RATP, comment comptez-vous procéder à la tête de la SNCF pour continuer l'instauration d'un climat social de confiance tout en améliorant la performance du groupe avec pour objectif un service de qualité au quotidien pour tous les usagers? J'en ai fini, Monsieur le Président Directeur Général, avec ma liste de questions. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour votre écoute. Merci, Monsieur le rapporteur. Je donne la parole à Monsieur le Président Directeur Général, Jean Castex. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Vous avez eu raison de rappeler que je suis je ne sais pas si je suis un recordman, mais en tout cas un habitué de votre commission, puisque, oui, 4 fois en 3 ans, c'est pas mal. Bon, d'ailleurs, je vous le dis au passage, je trouve que c'est une très bonne procédure. Vous en connaissez l'origine, là, mais je trouve que c'est très sain. Voilà. Et à chaque fois, j'ai vécu cet exercice. Vous voyez, au-delà des questions que vous posez, ça m'oblige à moi-même à bien préparer ça, par le respect que je vous dois aussi, mais c'est aussi, je veux vous dire, une façon de préparer, si bien entendu vous confirmez ce choix, mes futures fonctions. Voilà. Bon, j'en profite pour vous dire aussi, je pense que vous le savez, c'était dans la presse, mais vous avez rappelé, Monsieur le Président, que M. Farandou avait été nommé président directeur général de la SNCF en 2019. Il se trouvait que j'étais moi-même candidat à l'époque. Voilà. Mais si on gagnait à tous les coups, ça se saurait. Bon. Mais je le souligne, c'est un rappel factuel pour au moins essayer de vous convaincre de la cohérence de mon projet. Bon, je me suis occupé dans l'intervalle, hein, utilement, j'espère. Bon. Mais c'est vrai que vous avez un candidat très motivé, tout en étant, monsieur le rapporteur, je vous le dis, on dit un peu triste de quitter la maison RATP. Je m'y suis beaucoup plu, j'ai trouvé des agents extrêmement engagés, nous avons vécu des périodes intenses, vous avez fait notamment l'un et l'autre référence aux Jeux olympiques et paralympiques, mais pas que. En revanche, devant votre commission, je tiens à insister sur un point. Je pense que vous concéderez volontiers, Monsieur le Président, que le calendrier des auditions, etc., enfin, dépend d'éléments totalement extérieurs à moi, n'est-ce pas? Mais pour le coup, il tombe pas mal, parce que j'aurais eu quelques scrupules
à venir devant vous et à quitter la RATP si un certain nombre de chantiers extrêmement importants n'étaient pas terminés. Je vous en cite 2 ou 3 qui sont vraiment majeurs. D'abord, vous avez posé beaucoup de questions là-dessus. L'ouverture à la concurrence. Vous avez devant vous un patron d'entreprise publique qui vient de gérer l'ouverture à la concurrence de tout le réseau bus de la RATP. J'appelle votre attention, c'est beaucoup plus important qu'à la SNCF en termes d'historique, puisque le réseau bus est en monopole en région, enfin en tout cas en petite couronne, était en monopole depuis 1863, le célèbre baron Haussmann. Bon. Donc, vous voyez, le choc culturel que ça a pu représenter, je ne pense pas que les uns et les autres en ayez beaucoup entendu parler. Ça veut donc dire que ça a été géré convenablement, que la RATP, évidemment, en étant en monopole, a perdu des parts de marché, mais en a conservé beaucoup, parce que par le fait de la qualité de nos offres, et surtout, voilà, l'objectif était de ne pas perturber nos usagers, nos voyageurs, qui n'ont rien demandé à ça, et je me permets de dire qu'ils se moquent pas mal de savoir qui exploite, pourvu que leur bus fonctionne. Bon. Donc ce sujet est derrière nous. Pour le reste de l'activité, donc hors bus, vous savez que nous sommes régulés par une autorité organisatrice, en l'occurrence Île-de-France Mobilité, dans le cadre de contrats quinquennaux très importants. Nous avons, après 6 mois de négociations, conclu avec sa présidente, Mme Pécresse, au début de l'été, le contrat 2025-2029. Donc, j'allais dire, de ce point de vue-là, aussi l'horizon est dégagé. Et enfin, il y a l'échéance de la modernisation du métro. Et le hasard du calendrier, Monsieur le Président, veut que demain matin, en avance sur les échéances, nous allons introduire la première rame du nouveau métro, le MF19, sur une ligne, prélude à 10 ans de modernisation de 8 des 14 lignes de notre réseau. Bon, donc voilà, le hasard, ou en tout cas le calendrier, fait bien les choses. J'ai pu, je l'espère, par rapport à la question que vous m'avez posée, acquérir ou renforcer mon expérience dans les mobilités durables dans cette belle entreprise qu'est la RATP, avec un certain nombre de problématiques qui sont tout à fait communes à celles que vous avez bien voulu identifier pour la SNCF. C'est l'occasion, et je vous en remercie pour la question, d'effectivement m'exprimer publiquement devant vous sur des histoires de conflits d'intérêts, ou peut-être pas de conflits d'intérêts, mais de conflits concurrentiels. J'ai annoncé publiquement, et dès mon entrée en fonction, j'en saisirai la commission de déontologie de la SNCF, que pour me prémunir contre ces risques ou ces perspectives, j'ai pris 2 décisions, encore une fois sous réserve de leur validation par la commission compétente. La première, c'est que il y a justement des appels d'offres en cours, où le groupe RATP et le groupe SNCF concourent ensemble, enfin, l'un contre l'autre, mais en fait pour les mêmes appels d'offres. Que ce soit Keolis, sur les aspects, on va dire, plutôt urbains, ou, on va dire, SNCF voyageurs, c'est-à-dire donc sur des contrats de TER. Bon. Donc là-dessus, j'ai pris tous les appels d'offres en cours, là, le flux, c'est-à-dire ceux où, même si on n'en est pas à la BAFO, je serais susceptible de connaître, on va le dire très clairement, l'offre RATP. Maintenant, je deviens président de la SNCF, donc je pourrais finalement affaiblir mon ancienne entreprise. Bon, je vous avouerai que ça ne m'a pas traversé l'esprit. Mais enfin, il faut être extrêmement prudent. Donc, sur tous ces appels d'offres, on les a bien relevés, sachez-le. Il y en a 5 dossiers en France, des tout petits et un important qui est l'étoile ferroviaire de Reims. Il y en a 3 à l'étranger, dont un à Copenhague. Sur tous ces dossiers, déport absolu, je n'aurais pas à en connaître d'aucune façon. Je rassure tout le monde, j'ai largement de quoi m'occuper ailleurs. Bon. Donc ça, c'est pour ce qui est dans le tuyau. Pour l'avenir, là, j'allais dire, je suis obligé à rien, parce que chaque appel d'offres est différent, et de toute façon, je rappelle que c'est les autorités organisatrices qui décident du lauréat. Mais pour l'avenir, j'ai pris la décision que voici. À chaque fois que dans une DSP, urbaine ou interurbaine, la RATP est sortante et qu'elle décidera souverainement de se représenter, que le groupe SNCF, Keolis, décidera d'y aller,
dans un délai de 3 ans à compter de ma nomination, je me déporterai également de ces sujets. Donc, il y a le stock et le flux, si je puis m'exprimer, et je pense que là, tout risque est écarté. Donc, j'insiste auprès de vous, enfin, il serait curieux, après ce que je viens de dire à la RATP, que mon premier objectif soit de canarder la RATP, même si j'assume très clairement devant vous que j'étais PDG de la RATP, je défendais la RATP. Si je suis PDG de la SNCF, je défendrai bec et ongles la SNCF. C'est mon rôle. Mais il faut mettre un cadre extrêmement clair. Et j'ajoute, on va revenir dans un instant sur l'ouverture à la concurrence, Monsieur le Président, j'ajoute que, ma foi, si moi, vous l'avez rappelé, le fil conducteur de ma vie professionnelle, de ma carrière élective aussi, c'est le service public. Je n'ai jamais travaillé en dehors du service public, comme élu local, comme Premier ministre, comme haut fonctionnaire, comme PDG. Enfin, il y a un mot, j'ai 60 ans, vous voyez, c'est un peu tard pour changer. Au demeurant, je ne le souhaite pas du tout, parce qu'il vaut mieux essayer de faire ce qui vous plaît, de ce que vous savez faire. Bon, et donc, à l'ouverture à la concurrence, si la SNCF venait à perdre des lots, ben ça c'est le jeu de l'ouverture à la concurrence, eh bien, comment vous dire, si c'est des groupes de services publics qui les remportent, je pense que ce sera une bonne chose par ailleurs. Bon. Mais en tout cas, voilà ce que je tenais à vous dire d'emblée. Donc, je poursuis juste mon propos, parce qu'après je répondrai à toutes vos questions, mais je voudrais aussi vous dire que, évidemment, je suis candidat à cette fonction devant vous ce matin. Bon, effectivement, je pense, au-delà de mon expérience à la RATP, en connaissant bien le ferroviaire. La SNCF, c'est une entreprise pour les territoires et dans les territoires. Voilà. Comme peut-être beaucoup d'entre vous, comme maire, j'étais desservi par une ligne ferroviaire, j'ai géré avec eux le pôle d'échange multimodal, j'ai donc discuté pour voir combien de temps il fallait pour récupérer le foncier. Enfin, vous voyez, je ne développe pas, j'y vois des marges d'amélioration. Voilà. J'ai siégé 5 ans au conseil régional de Feu le Languedoc-Roussillon, avant sa fusion avec Midi-Pyrénées. Et bon, évidemment, à la commission de transport, nous avions à ce moment-là, évidemment, et je m'y intéressais de très près, l'occasion de voir les conventions qui étaient signées avec la SNCF. Bon. Donc, je crois effectivement, au-delà de la passion qui m'anime, une certaine connaissance. Je m'adresse, j'en profite pour dire, à la grande communauté cheminote. Je ne suis pas des leurs, mais j'aurais pu. Et en tout cas, j'espère le devenir. Un petit mot juste sur la situation dans laquelle se trouve ce groupe. Évidemment, c'est je n'ai pas une croisée des chemins, mais en fait, c'est une situation extrêmement, comment dire, pas riche d'enjeux, que vous avez rappelé, monsieur le rapporteur. Bon. Mais bon, il y a quand même des choses qui ont été faites depuis le vote de la loi que vous rappeliez portant le nouveau pacte ferroviaire. Le groupe s'est doté d'un plan stratégique 2023-2032 dont j'ai pris connaissance, qui me paraît ambitieux et adapté au temps. Les comptes de l'entreprise, vous le savez, ont été redressés. Le chiffre d'affaires a quand même progressé de 20% en 4 ans, mesdames et messieurs les sénateurs. Hein, bon. L'activité, c'est quand même un point très important, se porte bien. Hein, même, un des problèmes, c'est qu'on ne peut pas transporter tout le monde, en tout cas sur certaines lignes. Je vais y revenir. Elle est même record. On a comment dire, des taux de remplissage sur certaines lignes qui sont extrêmement élevés. Même la régularité en moyenne, alors évidemment les moyennes cachent de nombreuses disparités, mais a progressé. Vous faisiez allusion au climat social. Bon, il y a toujours évidemment un certain nombre à la fois de revendications et de mouvements sociaux, mais il est, me semble-t-il, par rapport à ce qu'on a pu connaître, plutôt apaisé. Et on voit bien que l'essentiel des mouvements sociaux a pour fait générateur des décisions extérieures à l'entreprise. Extérieures à l'entreprise. Et le sujet des retraites que vous avez évoqué en est un. Je trouve aussi que la transition vers la RSE
est vraiment résolument engagé, on pourra y revenir. Bref, le taux d'engagement des collaborateurs, il y a des outils de mesure, il est en progression. Donc voilà, j'en profite pour saluer le bilan de Jean-Pierre Farandou et de toutes les équipes en place. Voilà, il y a des bases quand même solides pour cette grande entreprise de service public et la communauté cheminante est au travail. Bon, mais pour autant, vous l'avez dit, on a des très gros défis, vous les avez cités. Alors je vais être très rapide hein, pour ne pas monopoliser la parole et pouvoir répondre à vos questions, ça me donnera l'occasion d'y revenir. Si je devais simplement les hiérarchiser, là je vais faire le lien avec Jean-Pierre Farandou, il a dit ici à plusieurs reprises, et j'en profite pour vous dire que comme lui, j'aimerais revenir à intervalles réguliers vous présenter, si vous acceptez ma désignation, le bilan de mon action, enfin en tout cas celle du groupe SNCF. La mère des batailles, vous le savez, c'est quand même l'état du réseau. Parce que c'est quand même ça qui conditionne tout. Si on a un réseau défaillant, ce n'est pas la peine d'imaginer, d'améliorer la ponctualité. Enfin, je ne vais pas vous citer le POLT, toutes les lignes qui ont un réseau. Alors, un réseau, c'est très large. Hein, c'est la signalisation, c'est les ouvrages, enfin, l'ensemble de ce patrimoine. Alors, il y a un point positif, me semble-t-il. Il y a à peu près un consensus qu'a bien tracé la conférence Avenir sur justement là, ce qu'on appelle la dette grise du réseau et des infrastructures. De même, me semble-t-il qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut passer de 3 milliards par an à 4,5 pour régler ce problème, en tout cas dans le temps, en tout cas pour éviter que ça ne se dégrade. Bon. Donc, si j'ai bien suivi avec vous, sur ce 1,5 milliard, la SNCF, ça me paraît le maximum, serait prête à porter un tiers. Donc, il va falloir, je vous réponds, ça c'est avec l'État, hein, et je n'ignore rien des difficultés financières de l'État, il va falloir conduire, défendre la SNCF pour la bataille du milliard. J'y reviendrai aussi quand on parlera d'ouverture à la concurrence. Je rappelle, mais les sénateurs savent tout ça par cœur quand même, que nous nous caractérisons en France par un État qui, en Europe, intervient le moins sur les infrastructures ferroviaires, ce qui explique beaucoup les prix beaucoup plus élevés qu'ailleurs des péages que vous avez rappelés. Les chiffres sont très clairs. Et vous voyez, on a passé quand même, moi j'appelle ça les 30 piteuses, mais entre des années 70 et les années 2010, le sous-investissement a été manifeste. Et voilà, et j'avais retrouvé ce chiffre, regardez, ça ne s'est pas rangé. Les dépenses publiques dans les infrastructures de transport, 1,2% du PIB en 91, 0,8% en 2023. Bon. Donc, il y a des endroits, là aussi le Sénat les a identifiés, où on dépense en France beaucoup plus que chez nos voisins européens, certainement pas celui-là. Certainement pas. Donc il va falloir trouver les moyens, parce que, encore une fois, je crois que vous en avez tous conscience, si on ne fait pas ça, tout le reste va suivre. Et tout le reste va se dégrader. Ça, c'est vraiment impératif. Alors qu'encore une fois, on a des gens, enfin, la part modale est encore faible, là aussi, que ce soit pour les voyageurs, mais encore plus pour le fret, j'y reviendrai. On a des gens qui ne peuvent pas prendre de train, et je n'ai pas besoin, évidemment, de vous expliquer les avantages de tout cela en termes de développement durable. Donc il faut qu'on soit meilleur, et ça commence par les fondations de la maison, c'est-à-dire l'infrastructure. C'est très vertueux aussi, hein, je vous le rappelle, parce qu'on a des enjeux d'efficience. Si on a une infrastructure beaucoup plus performante, pensez à la signalisation en particulier, tout ce qu'apporterait la commande centralisée du réseau. J'ai exactement les mêmes sujets à la RATP en plus petit. Hein. Eh bien, l'incidence sur les frais de maintenance, sur les coûts d'exploitation, on va s'y retrouver. Vous voyez, c'est vraiment des investissements vertueux. Ce n'est pas simplement pour la qualité du service, c'est aussi pour les coûts d'exploitation. Donc ça, c'est la mère des batailles. Bon. La deuxième, je vais vous citer, vous l'avez aussi évoqué, il faut, c'est l'enjeu capacitaire. C'est-à-dire, bon, bien sûr, les fondements de la maison, c'est l'infra, mais bon, il faut quand même aussi du matériel roulant, vous l'avez dit. Bon, là aussi, j'ai fait mes petits calculs. Tout véhicule confondu, vous additionnez les locomotives, les autorails, les wagons, du fret, des voyageurs, de tout, voilà. Il y en avait 102 000 de ces voitures en 2019, 96 000 en 2023. Oui. Alors qu'il y a plus de voyageurs. Donc vous voyez bien qu'il y a un sujet quand même capacitaire, et même sur le trafic TGV qui est extrêmement dynamique, le fameux SLO,
l'offre est en diminution, en contraction. Donc, enfin, ou en tout cas, ne peut pas... alors, bien sûr, il y a beaucoup de commandes en cours, Dieu merci, ça c'est une très bonne nouvelle, je ne vais pas toutes vous les énumérer, bon, mais ça me donne l'occasion, j'ai connu exactement le même sujet à la RATP. Il faut quand même que notre filière industrielle se muscle, se vertèbre, parce que j'ai constaté à la RATP, la SNCF l'a aussi constaté, qu'il y a un certain nombre de retards dans la livraison des matériels. Et ce sont nos voyageurs, évidemment, qui en pâtissent. Bon, mais il y a toujours là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi travailler sur la durée de vie des matériels existants, sur le taux d'occupation des matériels existants. Il faut qu'on soit convaincant. On a des offres souvent qui sont faites autour des heures de pointe, alors qu'on voit bien que les habitudes de vie des gens changent. On a fait des études, je crois que c'est le CEREMA qui dit, avec les mêmes trains, les mêmes conducteurs, vous pouvez faire, rouler plus d'offres sans que le coût marginal, la dépense supplémentaire soit excessive. Donc, il faut répondre à ce défi capacitaire. De ce point de vue-là, je le dis, l'ouverture à la concurrence, c'est mon point suivant, peut être un avantage, parce qu'elle donne de l'offre supplémentaire là où on en manque. Là où on en manque, regardez, demain, la Paris-Bordeaux, je lisais l'Étoile d'Amiens, je dis, puisque la RATP avait à l'époque failli s'y intéresser, elle ne s'est pas portée qu'à Amiens, mais j'avais regardé le dossier. Ce qui est intéressant dans l'ouverture à la concurrence de l'Étoile d'Amiens, c'est que là-haut, l'autorité organisatrice avait, dans le cahier des charges, ce n'était pas simplement de savoir qui allait l'exploiter, mais il y avait un renfort d'offres à l'appui avec une maîtrise des coûts. On vise tout ça. Donc, pareil, sur la Paris-Lyon, l'arrivée de nouveaux entrants a permis d'accroître le nombre de trains à la disposition de nos concitoyens. Ça me paraît extrêmement important. Bon, donc il y a donc l'ouverture à la concurrence. Ça, c'est un sujet évidemment majeur qui va m'occuper, parce que vous avez toutes et tous conscience qu'il est devant nous. Oui. Il est devant nous. Aujourd'hui, certes, sur les TER, si j'ai bien compris, il y a 8 lots qui ont été attribués. Bon, la SNCF en a gagné 5, ses concurrents 3, 5, mais 81% du chiffre d'affaires. Donc c'est un peu plus que 5 sur 8. Bon. Sur les intercités, il y a un seul lot qui a été attribué. Et sur les LGV, là, nos amis et concurrents italiens, ça fait 2% du chiffre d'affaires. Enfin, on est encore... Donc on voit que tout ça est devant nous. Bon. Donc là, je le dis, il n'est pas question, parce que là j'ai aussi une casquette, et réseau en particulier, avec son indépendance, il doit veiller à la neutralité. Et je le dis au passage, parce que j'ai vu les travaux du Sénat, je m'adresse en particulier au sénateur Mandelli, j'ai vu qu'il fallait qu'on soit plus transparent, que les barrières à la concurrence s'affaissent. Effectivement, quand on voit les données, etc., qui sont faites dans l'urbain, où l'ouverture à la concurrence est beaucoup plus ancienne, c'est vrai qu'on a acquis des habitudes plus fortes. Donc, j'ai aussi conscience de ça, parfaitement, mais en même temps, vous le comprendrez, je pense que la SNCF doit s'armer et est armée pour gagner des lots. Il faut l'égalité, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, et donc moi je suis absolument convaincu qu'il y a des choses à faire, en particulier là où la concurrence la plus vive, c'est les services dits librement organisés, les TGV pour faire ça. Donc je pense que, j'ai quelques idées, mais vous me permettrez, mesdames et messieurs les sénateurs, de les tester un peu en interne, parce que je ne voudrais pas annoncer ici des choses irréalistes. Mais enfin, je pense, vous voyez, il y a 4 marques, je pense qu'on a un effort de rationalisation. Oui, bien sûr, il faut aller gagner des parts de marché à l'étranger. Il y a des étrangers qui viennent chez nous, il n'y a absolument aucune raison que la marque France ne s'impose pas. Le fameux fonds de concours, j'y viens, je vous rappelle, il est essentiellement aujourd'hui alimenté par les excédents du TGV. Bon. Or, là, il y a quand même un petit souci, je le dis au passage, Farandou l'avait exprimé devant vous, il n'y a que la SNCF qui contribue à ce fonds de concours. Bon. Si vous avez des nouveaux entrants qui ne desservent que des segments extrêmement rentables, grosso modo un gros tiers de l'activité, voyez bien que, d'abord, nous-mêmes, sur ces sections, et j'en profite pour le revendiquer devant nous, on doit conserver un souci d'aménagement du territoire. Voilà, autrement dit, il faut continuer à desservir, je suis sur les TGV, le Creusot, ou demain Angoulême, pour être précis dans mon propos. Bon, mais j'appelle l'attention de tout le monde. Si on vient
si la concurrence aboutit à ce que sur les segments les plus rentables, nous perdions beaucoup de parts de marché, ben, c'est le fameux fonds de concours qui sera alimenté en moins, donc la régénération de l'infrastructure qui constitue les socles de la maison. Or, que je sache, de cette infrastructure, tout le monde profite. Donc il y a quand même un petit sujet sur le fonds de concours. Sur les péages, je suis d'accord avec vous, ça c'est pas une piste. Vu leur niveau, on ne va pas dire il faut augmenter les péages. Ça ne serait pas, me semble-t-il, raisonnable. Bon, en tout cas, pas de manière massive, qu'il faille les différencier. Il y a sûrement des barges, des pistes de progrès. Mais, donc là, voilà. Oui à la concurrence, je dis, mais égalité pour tout le monde. Et nous, on a des choses à faire à l'interne pour améliorer notre offre. Il y a beaucoup de sujets de qualité de la gestion et de traitement voyageurs qui, j'en suis sûr, peuvent être améliorés. Bon. Donc ça c'est quelque chose qui va évidemment beaucoup occuper. Et la deuxième, c'est là que j'évoque, vous avez dit, vous êtes comment? Vous avez dit un président social. Parce que c'est enfin un bon PDG, comment dire, s'il ne s'occupe pas de RH, s'il ne s'occupe pas de management, c'est pas peine de commencer, c'est pas être, je ne sais pas ce que c'est être social. Un PDG, s'il veut que son entreprise tourne, il faut que ses salariés soient reconnus, motivés, impliqués, engagés, que ce soit à la SNCF ou dans une entreprise qui fabrique des chaises. C'est pareil. Donc moi, c'est le nerf de la guerre. L'attractivité, il faut recruter, il faut maintenir le niveau de compétence, etc. Donc là, j'appelle votre attention. Le sujet d'ouverture à la concurrence, il est aussi celui-là. Il n'est pas simplement de conserver des parts de marché, d'en conquérir à l'étranger, notamment pour, évidemment, poursuivre dans l'être, mais aussi alimenter le fonds de concours, mais aussi parce que je pense qu'on a le savoir-faire, les qualités, les compétences, que le service public a un rôle à jouer. Mais pour moi qui arrive, là, c'est tous ces personnels, puisque vous l'avez vu, et c'est exactement la même chose que j'ai géré à la RATP. Même quand on gagne, et j'espère qu'on gagnera le plus souvent, l'activité se trouve filialisée. Bon, mais ça, on le dit comme ça, c'est une... Mais derrière, il y a des enjeux RH et managériaux considérables. Il y a un accompagnement majeur. Vous voyez? Je veux dire, dans cette affaire, il faut aussi s'intéresser au fait de ne pas perdre, qu'au fait que lorsqu'on gagne, on gère absolument très bien cette phase de transition qui est très délicate, avec une autre menace qui est, voilà, enfin moi, qui est l'éparpillement du groupe. Alors la SNCF, voilà, il faut qu'elle conserve une forme d'unité. Quand j'étais à la RATP, où on a les mêmes questions, je disais souvent, comme Mirabeau à la Révolution, je ne veux pas être à la tête d'un agrégat inconstitué de peuples désunis. Donc il faut... Et ça... L'incarnation de l'unité du groupe, pardon, à la SNCF Commerce, c'est le président directeur général. Donc là aussi, vous voyez, il faut... Pardon, je termine sur un dernier point, parce qu'après je veux laisser un peu de questions, mais qui me paraît majeur. Indépendamment de tout ce que je viens de vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est-à-dire des sujets vraiment structurants, le financement du réseau, les capacités, la réussite de l'ouverture à la concurrence, tout ça, enfin, oui, il faut que nous soyons très offensifs. Il y a la gestion du quotidien. Mon expérience, vous me posez la question sur le rapporteur, mon expérience m'a appris que quand bien même il y aurait tous ces obstacles de fond, une infrastructure dégradée, un manque de matériel, etc., il y a toujours possibilité d'améliorer la vie quotidienne de nos voyageurs. Voilà. Prenez le RERB. Alors je prends le RERB à dessein parce que comme vous ne l'ignorez pas, c'est super, il est commun aux deux entreprises. Bon. Là aussi, retard, c'est sorti dans la presse, de livraison du matériel roulant par l'entreprise chargée de les fabriquer, ce qui est très rare. Bon. Donc on sait qu'il va falloir faire vivre le matériel roulant et son système d'exploitation plus longtemps. Donc on s'est mis tous ensemble, on a tranché toutes les pistes d'amélioration. Le résultat, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est que sur le RB, en 3 ans, grâce à ces actions qui sont très chirurgicales, le taux de ponctualité et de régularité avec le même matériel, avec la même infrastructure, s'est amélioré. Il n'a pas fait des miracles, mais il a cessé de se dégrader. Et donc voilà, je vais arriver, je vais demander ligne par ligne, avec évidemment les AO et les élus, avec lesquels je pense que vous ne doutez pas que je travaillerai en complète transparence, c'est-à-dire quels sont ceux où il y a le plus de retard, quels sont les 20 lignes, et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble, la maintenance, l'infrastructure, là-haut,
pour améliorer tout ça. Bon. Et il y a plein de sujets comme ça, notamment sur la billettique, sur la réservation qui risque, ça c'est une des conséquences de l'ouverture à la concurrence, là aussi de s'éparpiller, où on a des voies de progrès. Vous ne me ferez pas croire, moi qui suis un usager très ancien du train, que arriver avec le TGV, vous pouvez dire l'inverse, à 14h29 et le TER qui est parti à 14h16, 5 minutes avant, ou l'inverse, vous ne ferez croire à personne qu'on ne peut pas corriger ça. Certes, tout ça résulte de la segmentation des responsabilités. Bien sûr, il y a de bonnes raisons. Mais impératif, vie quotidienne, sujet de proximité, c'est comme ça que j'ai fait à la RATP. Il faut aller sur le terrain, il faut voir, il faut discuter, rassembler toutes les parties prenantes et essayer d'impulser des problématiques. Bon, voilà, grosso modo, monsieur le rapporteur, par rapport aux questions que vous avez posées, l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Je pense une conscience réelle des défis qui m'attendent, qui sont ceux de nous tous, hein, parce que voilà, la SNCF n'est pas une île, c'est une entreprise de la nation, elle a besoin d'efforts de la nation. Mais bon, j'allais dire à la fois la sérénité et la grande détermination avec lesquelles j'entends les aborder. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Castex. Je salue Daniel et son rapport. Permettez-moi d'évoquer une question que vous avez à laquelle vous avez partiellement répondu, c'est celle du fret ferroviaire, qui est un point nodal essentiel en termes d'aménagement du territoire, en termes d'environnement, de sécurité, mais aussi de développement économique. Monsieur le rapporteur l'a dit, hein, la part modale des marchandises transportées par le rail, c'est environ 10% en France, quand elle est 18% en Allemagne, 32% en Autriche, 35% en Suisse, pour ne prendre que des exemples très voisins à nous, et qui montrent, s'il le fallait, que beaucoup reste à faire. Mais on subit des orientations politiques libérales depuis les années 70 qui ont dépecé le fret ferroviaire pour mettre à profit le tout routier, avec les conséquences économiques mais aussi environnementales que l'on connaît, des logiques de rentabilité court-termiste qui nous ont également été imposées par l'Union européenne et les politiques de libéralisation des transports dans les années 90. Vous avez évoqué le pacte ferroviaire, j'aimerais évoquer le plan de discontinuité à laquelle nous sommes opposés, parce qu'on considère que ça fragilise le transport public de marchandises. Et d'ailleurs, l'intersyndicale souhaite un moratoire sur cette question. Donc vous imaginez bien les inquiétudes légitimes qu'on peut avoir sur la question du fret ferroviaire en France, alors même que, selon nous, il faudrait investir fortement dans le fret. C'est un enjeu nécessaire, c'est une absolue nécessité pour lutter contre le dérèglement climatique, évidemment, mais aussi pour mailler l'ensemble du territoire national, soutenir certains territoires enclavés, permettre le développement économique d'autres territoires. Bref, le rail est attractif, c'est écologiquement responsable. Alors évidemment, on va pouvoir objecter le fait que ça va augmenter les dépenses publiques. C'est un argument aujourd'hui facile pour balayer d'un revers de main tous les enjeux progressistes. En tous les cas, c'est à mettre en rapport avec les coûts environnementaux du tout routier. Et puis, une suggestion, ça ne dépend pas de vous, Monsieur Castex, mais on pourrait flécher les produits des concessions autoroutières en direction et en soutien au fret ferroviaire des sociétés autoroutières, des concessionnaires qui surrentabilisent, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport sénatorial qui a émis cela il y a quelques années. Donc ma question sera simple, c'est que pensez-vous du renforcement du fret? Selon vous, est-il nécessaire? Considérez-vous que le fret est un pari pour l'avenir? Et allez-vous attribuer au fret des moyens à la fois budgétaires et humains qui puissent permettre de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Franck Derzin. Oui, Monsieur le Président. Votre prédécesseur, Jean-Pierre Farandou, a déclaré en 2021, pour transporter 2 fois plus de passagers d'ici à 10 ans, il faut que le rail passe de 10 à 20% du marché. Et l'arrivée de concurrents associés à notre politique pour augmenter donc les volumes peut nous aider donc à atteindre cet objectif aiguillonné par les nouveaux entrants. SNCF Voyageurs sera donc amené à améliorer ses services. Aujourd'hui, les nouveaux entrants sont là et investissent dans 70 trains neufs qui représentent plus de 3 milliards d'euros, mais ils ont besoin aussi du groupe SNCF pour trouver des solutions concrètes pour mettre en service donc ces 70 nouveaux trains qu'ils vont ajouter aux 115 que la SNCF a commandés. Donc, la loi confie à la SNCF l'exercice de missions nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble
des acteurs de ce système. Donc vous engagez-vous à faire en sorte que l'intégration des nouveaux entrants se passe bien? Oui, monsieur le futur président directeur général et actuel. Assurément, vous avez raison de saluer le bilan de votre prédécesseur. Moi, j'y relève particulièrement l'essor de 30% en 5 ans de la fréquentation des TER, ce qui montre combien les mobilités ferroviaires du quotidien ont du potentiel, ce qui est prometteur pour nos futurs SERM, un service express régionaux métropolitain. Et d'ailleurs, le SERM précurseur du bassin de Strasbourg, après des débuts compliqués, atteste aujourd'hui d'une vraie réussite. Mais justement, j'abonde sur notre rapporteur, puisque vous n'y avez pas encore répondu. À Strasbourg, nous nous alarmons de notre déconnexion annoncée de la longue distance de nuit vers Berlin et vers Vienne, seule liaison de train de nuit reliant Paris à une Europe ferroviaire bien plus dense et bien mieux circulée pour ces services de nuit, pourtant essentiels pour le report modal nécessaire depuis l'aérien énergivore. C'est 5 à 8 millions de subventions de l'État qu'il faut pour maintenir ces liaisons Paris-Berlin et Vienne. Je crois que l'enjeu vaut ce petit effort budgétaire. Souhaitez-vous fortement que notre Parlement le fasse? Et au-delà de ces 2 liaisons, comment envisagez-vous les perspectives pour les trains de nuit? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour toutes ces questions. Alors, je prends dans le désordre, si vous m'y autorisez, parce qu'il y a des points communs. Je commence par le fret ferroviaire, parce que c'était effectivement un sujet évoqué par M. Guérep, qui a fait l'objet de questions, et que je n'ai pas évoqué. Bon. Comment dire? Je vous rappelle que vous parlez à l'ancien Premier ministre qui a décidé de dégager 170 millions d'euros dans le plan de relance pour le fret ferroviaire, et notamment pour des aides aux wagons isolés. Et vous parlez également au Premier ministre qui, ou en tout cas sous la direction duquel la stratégie nationale du fret ferroviaire a été arrêtée. Deuxième semestre 21 et décret de début 2022. J'en profite pour dire quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de dire parce qu'on ne m'a pas interrogé, messieurs les sénateurs. Vous parlez aussi à un ancien Premier ministre qui s'est battu becs et ongles pour que la Commission européenne n'engage pas de contentieux sur ce sujet. Nous avions, je dis nous, c'est collectif, agi pour que les recours soient retirés. Bon, j'ai souvenir, c'est la première fois que je le dis, de discussions vives avec Mme Vestager sur ce sujet précis, à l'époque commissaire en charge de la concurrence, parce qu'il me semblait qu'effectivement, le fret présente de tels enjeux en termes de développement durable, mais aussi sans doute de telles conditions d'exécution par rapport à la route, que le combat est inégal. J'observe d'ailleurs que le fret est ouvert à la concurrence. Vous le savez toutes et tous depuis plusieurs années. Là, pour le coup, si je vous disais tout à l'heure que l'ouverture à la concurrence peut améliorer l'offre, et on en a tant besoin, neutralité, enfin, je veux dire, ni bien, ni mieux, ni pire non plus, mais bon. Donc, c'est une façon de vous dire que j'ai été un peu surpris de ce qui s'est passé après, du plan de discontinuité contre lequel je m'étais battu d'exemple parce que je voyais bien les conséquences. Maintenant, il est là. Il est là, hein. Je ne vais pas ici pour raconter, on ne va pas... Bon. Mais voilà, il faut l'appliquer, je dirais, avec intelligence. Je m'excuse, je n'ai pas encore tous les éléments du dossier, je ne suis pas aux manettes, donc je ne vous livre que des informations. Mais enfin, en tout cas, il faut vraiment... D'abord, bien affiner, je crois que c'est le cas, mais notre stratégie ferroviaire. Bon, cela aussi, il ne faudrait pas que l'ouverture à la concurrence ne nous pousse que vers des secteurs, je pense au wagon isolé, qui est extrêmement important, et où là, il peut y avoir, d'autres pays le font, des aides d'État, il faut les faire valider par la Commission, pour laisser, vous voyez, les segments, si je puis dire, les plus porteurs du fret, complètement à la concurrence. Il faut qu'il y ait là aussi un équilibre. Mais la stratégie liée notamment à ce qu'il y a beaucoup de flux international, de plus en plus fret. Donc les connexions avec les ports, tout le transport combiné, ça c'est l'avenir. Bon.
Donc il faut à tout prix, je vais faire un état des lieux, monsieur le sénateur, bon, mais enfin, ne doutez pas, enfin, quand je vous dis ne doutez pas de mon intention, si j'ai commencé par vous rappeler ce que j'ai fait, c'est que comme les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, eh bien je voulais vous rappeler ce que j'avais quand même fait concrètement, le temps où, et j'avais mille et un autres sujets quand j'étais Premier ministre à traiter, vous vous souvenez bien desquels, mais on a aussi quand même remis à flot ou empêché que la SNCF ne s'effondre quand même à ce moment-là, hein, parce que c'était ça. Mais voilà, donc oui, je vous le dis à tous, je vais très sérieusement m'occuper du fret parce que c'est une question d'intérêt général. Bon, je crois que c'est le rapporteur qui a évoqué le train des primeurs. Alors là aussi, voilà, vous voyez, je suis allé rouvrir le train des primeurs qui était fermé. J'y suis allé à Perpignan, en plus, bon, sur mes terres. Mais ce n'est pas parce que c'était que sur mes terres. Il ne faut jamais oublier ces terres. Mais ça, ce n'est pas au sénateur que vous êtes. J'en suis fier. Mais ça allait bien au-delà, vous êtes d'accord? Bon. Alors là, je suis, évidemment, j'ai été catastrophé. J'en connais les raisons pour lesquelles on a fermé. Catastrophé. Moi, je sais, tous les camions qui passent sur la 9. Bon. Et doublement catastrophé, si vous me permettez, par rapport à la question que vous avez posée, parce qu'il fait partie de je ne sais plus combien des liaisons qu'en application du plan de discontinuité, la SNCF a cédé. C'est-à-dire que je ne pourrais être que spectateur j'espère vivement qu'elle rouvrira. Ça dépend beaucoup de ce qui se passe à Rungis. Bon, je sais qu'il y a un appel à projet, donc il faut que la plateforme de Rungis soit qui pourrait accueillir. Mais on retombe toujours, pardon, vous avez cité, je ne sais pas lequel d'entre vous, Ulysse. Ulysse, il alimente, enfin d'ailleurs il a été repris par la conférence Avenir Transport, le diagnostic sur le réseau, les infrastructures, le lien avec le réseau capillaire, les chantiers, Miramas et compagnie de transport combiné. Bon, le mur d'investissement, comme dit fort justement le COI, qu'il faut faire. Donc là, on revient à ce que j'ai dit, je n'ajouterai pas plus. Enfin, M. Mandelli m'a posé des questions. On les connaît, les mesures. Bon, comme on imagine que des crédits budgétaires d'État, je ne suis pas sûr qu'on les trouvera sous le sabot d'un cheval. Encore que, je le répète, ils sont nettement inférieurs à ce que font tous nos voisins européens, pour le coup. Mais bon, ben voilà, enfin, j'ai parlé tout à l'heure 1,5 milliard, dont 500 millions maximum apportés par SNCF. Je rappelle au passage, c'est 1 milliard par an, il me semble que c'était le produit de l'écotaxe. Bon, mais je ne vais pas me permettre de paraphraser l'excellent travail de Dominique Bussereau. Enfin, il y a plusieurs pistes qui sont... Alors, le problème des concessions autoroutières, moi je suis bon, mais c'est quand même pas pour demain matin, hein. Vous voyez, je crains que ce ne soit pas pendant si vous m'accordez votre confiance, pendant. Donc il va falloir trouver la jointure. Là, c'est un sujet financier, il va falloir faire preuve d'imagination, des ressources relais, par-ci un peu de PPP. Enfin, il va falloir se priver de rien parce que l'enjeu est capital et il concerne aussi le fret. Hein. Ulysse, c'est 4 milliards, je crois. Hein, ça fait partie du diagnostic de ces investissements sur l'infrastructure. Bon. Mais enfin, sujet évidemment très important. Bon. Pour M. Dersin, oui, ben alors, l'ouverture à la concurrence, vous me dites, est-ce que vous allez appliquer le droit? Bon, ça, quand même, heureusement, j'espère qu'ici, personne ne me soupçonne de ne pas appliquer la loi de la République, fût-elle d'origine communautaire. Vous allez me trouver répétitif. Bon, moi, je dis simplement, vous vous souvenez que j'appelle de mes voeux depuis longtemps un observatoire, que vous pourriez d'ailleurs vous-même créer, voilà, avec des gens... Non, mais écoutez-moi, des gens, vous voyez, qui je ne peux pas en faire partie, moi je suis parti, hein, mais est-ce que c'est mieux, moins bien? Comme ce sera sans doute pas noir ou blanc, ben, les conditions, maintenant un peu de recul, moi je pourrais vous en parler, je pourrais témoigner devant vous sur l'ouverture à la concurrence de la RATP. Bon, je pense qu'il y a des choses, mais est-ce que ça coûte plus cher à l'arrivée, moins cher? Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on pose le sujet. Bien entendu, il faut appliquer les règles. J'ai déjà dit un mot là-dessus dans mon intervention liminaire. Voilà. Mais je répète, hein, l'égalité devant la concurrence pour tous. Je vois bien où sont les chemins de progrès. Vous les avez d'ailleurs, me semble-t-il, en creux dans votre question esquissés. Mais voilà, il faut pas, à l'arrivée quand même, il faut que nos voyageurs et le service public s'y retrouvent. Hein, c'est assez simple. Hein. Bon. Donc, il faut que les conditions soient les mêmes pour tous. Et notamment, parce que je le répète, ce réseau, cette infrastructure, elles servent à tous. Elles doivent servir, elles doivent être mises de façon équitable à disposition de tous les concurrents, bon, mais il ne faut quand même pas qu'il y ait l'un d'entre eux qui paie plus que les autres la rénovation du réseau.
Ça me semble-t-il, c'est du bon sens. Hein, je pense que tout le monde pourrait dire. Bon. Donc, oui, je veux bien le répéter, parce que ce qu'avait dit Farandou, évidemment, je l'ai vu dans les transports. Ce qui facilite l'exercice d'ouverture à la concurrence, c'est que le marché est porteur. Vous comprenez bien que se partager un gâteau en attrition, c'est beaucoup plus difficile. Là, il est de l'intérêt général, je crois, partagé sur tous les bancs, que les parts de marché, on vient de parler du fret, c'est pas brillant, ou des voyageurs, se développent. Ça, c'est dire. Donc, il faut une offre de qualité efficiente. Hein, que la SNCF soit une entreprise efficiente ne me choque pas du tout. Mais bah, ça va quand même faciliter l'exercice, me semble-t-il, de l'ouverture à la concurrence. Bon. Sur les questions relatives au train de nuit, qui est là aussi un sujet. Bon, là aussi, je me permets de vous rappeler, si je vous dis que je suis très favorable au train de nuit, d'abord, n'oubliez pas que vous avez devant vous un grand utilisateur. Quand vous êtes étudiant à Paris et qu'il fallait dans les Pyrénées, voilà, et qu'à l'époque les TGV n'existaient pas parce que je suis vieux, ben, le train de nuit, le Paris-Toulouse, le Paris-La Tour-de-Carole, je peux vous garantir qu'avant qu'il y en ait qui ait pris autant que moi, vous peuvent s'aligner. Bon. Et je vois aujourd'hui, c'est pas brillant, ça n'était pas allé dans le sens d'amélioration. Là aussi, je me permets de vous rappeler à toutes et à tous que quand j'étais Premier ministre, j'ai rouvert des trains de nuit. Je ne sais pas s'il y a des gens du Cantal ici. J'avais même fait des annonces. J'ai rouvert le Paris-Nice, le Paris-Tarbes. Bon. Donc, je crois beaucoup au train de nuit. Bon. Sauf que ça ne marche pas très bien. La vérité, elle est là. Ça ne marche pas très bien. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et même, vous avez vu, bon, l'histoire du Paris-Berlin, je crains, hein, je ne veux pas mettre en cause l'État, ça va devenir mon actionnaire principal. Mais enfin, c'est quand même... La raison en est le retrait d'une dotation d'équilibre de l'État. Vous le savez bien. Bon, donc, il va falloir voir ce qu'on peut faire. Hein. Je ne veux pas vous donner ni de faux espoirs, mais bon, en tout cas, vous avez un grand passage entre nous. Mais qu'est-ce qui se va? On retourne en boucle le réseau. Et alors là, on tourne doublement en boucle, parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux. Je rends hommage à SNCF Réseau, qu'on fait souvent quand? La nuit, et qui donc perturbent le trafic des trains de nuit. Est-ce que ça peut s'améliorer? Je vois les efforts que fait Réseau. Est-ce qu'il faut en faire un peu plus? De le matériel roulant. Bon, il a été un peu relooké, mais quand je m'endors ou ma femme dans le Paris-La Tour, c'est à peu près le même qu'en 1983. Bon, moi, je ne suis pas regardant, mais bon. Alors, on sait que l'État a pris une très bonne décision. Il va commencer des wagons et des locomotives, parce que j'ai appris que là aussi, l'âge du capitaine pour les locomotives du train de nuit, c'est vraiment, et donc du panne, etc. Donc, Dieu merci, les commandes de nouveaux matériels roulants sont en cours, il faut qu'elles arrivent et qu'évidemment, ça se mette en place. Et puis, il faut améliorer, enfin, même, je vous assure, pour réserver un train de nuit, si ma femme était là, ça fait 2 fois que je la cite, qu'elle m'en excuse, mais enfin, elle vous dirait que c'est tout sauf simple. Tout sauf simple. Bon. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur le train de nuit. Encore une fois, le grand soir, c'est l'amélioration de l'infrastructure, c'est l'arrivée du matériel roulant, tout le monde peut... Mais je ne veux pas croire que tant que l'un comme l'autre ne seront pas achevés, parce qu'il y en a nécessairement pour quelques années, on ne puisse pas améliorer la situation. Les trains de nuit, d'ailleurs, ça marche pas mal. Hein. J'ai regardé de près le Paris-Nice, à la réouverture duquel j'ai participé. Bon... Déjà, avec les infrastructures qui sont celles-là, avec les travaux de nuit, avec le matériel roulant qu'il y a, malgré tout, il attire des voyageurs. Bon. Donc, je veux vous rappeler que pour moi, c'est une longue histoire qui ne va pas débuter avec mon arrivée, si vous la confirmez à la tête de la SNCF, mais il faut avoir des ambitions sur les trains de nuit aussi. Voilà pour cette audition de Jean Castex, possible futur PDG de la SNCF. Après l'audition et le vote du Sénat, sa nomination est soumise à une audition et un vote des députés. Ce sera la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Très bonne journée sur Public Sénat.